On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le principe de volume, notamment sur les formules de volume, la détermination de volume. On va s'intéresser à des volumes en particulier. On va notamment voir le cas de la pyramide, du cône et de la sphère. On va donc commencer par la pyramide. Et pour introduire le volume d'une pyramide, on va d'abord s'intéresser au cube. Pourquoi? Alors, vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, pour considérer ce cube, je vais dissocier brièvement les faces qui englobent ce cube et je vais essayer de répartir finalement de façon égale des surfaces de pyramide. Donc une pyramide, la surface qui englobe la pyramide, c'est ça qui va nous intéresser pour l'instant. Et ces surfaces de pyramide, nous, ce qu'on veut se demander, c'est combien de pyramides de même volume je peux retrouver dans un cube. Donc, on va considérer une première pyramide qui va, donc là vous voyez j'ai la face 1, la face 4 et la face 5 qui est ici. Donc si je prends ce qui est colorié en vert, ça correspond à la place qui est prise par la surface de cette pyramide au sein des surfaces du cube. Donc là par exemple dans la surface numéro 4, on a la pyramide verte qui va avoir une partie de sa surface, qui est sa surface basse, qui va monopoliser toute la surface numéro 4. Au niveau de la surface numéro 1, elle va prendre la moitié de la surface numéro 1, cette moitié-là. Donc cette moitié-là, plus toute la surface ici, et une partie de la surface numéro 5, d'accord? Donc cette partie-là, d'accord? Pour la pyramide bleue, elle va monopoliser toute la surface numéro 6, une partie de la surface numéro 5 et une partie de la surface numéro 2. Alors, je vous laisse vous imaginer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez refaire le schéma d'ailleurs, mais moi je vous ai directement donné les conclusions. Et pour la surface, pour la pyramide rouge, elle monopolisera donc toute la surface ici, une partie de la surface numéro 2 et une partie de la surface numéro 1. Donc on aura ça et on aura tout ça. Très bien. Donc, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe, on va voir que, en fait, une surface d'une pyramide monopolise un tiers de la surface totale du cube. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple la pyramide rouge, on a déjà la surface de 1 carré, plus la surface de la moitié d'un carré, plus la moitié de la surface d'un autre carré. Donc vous avez bien compris que la moitié ici et la moitié là, ces deux moitiés, quand on les assemble, ça forme un carré. Donc finalement, la pyramide rouge va accaparer l'aire de 2 carrés parmi les 6 carrés qu'on a en tout et qui englobent le cube. Mais pour la pyramide bleue, ça va être pareil. Et pour la pyramide verte, ça va être pareil. Donc si je veux considérer le nombre de pyramides ayant le même volume que je peux englober dans un cube, en fait je me rends compte que déjà rien qu'au niveau des surfaces, chaque surface de ces 3 pyramides va monopoliser un tiers de la surface du cube. Alors maintenant il faut voir un petit peu de façon plus précise comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors là j'ai modélisé un cube. J'ai essayé de mettre en pointillé les éléments du cube qui n'étaient pas englobés par une pyramide. Donc là j'ai pris qu'une pyramide. Et là j'essaye de mettre en exergue le fait que cette pyramide monopolise un tiers du cube.
En effet, si vous prenez la surface de carré qui est derrière, qui est de l'autre côté, donc là, au niveau de cette surface-là, la pyramide va monopoliser toute cette surface derrière. Au niveau de la face qui nous regarde, nous, on voit qu'il n'y a que la moitié qui va être pris par la pyramide. Et au niveau du carré qui se trouve en bas, on a la moitié qui est pris par cette pyramide-là. Et donc, finalement, qu'est-ce que ça va être le volume? Ça va être, entre guillemets, tout l'espace qui va être contenu entre ces bases que je vous ai montrées. Donc la moitié ici, toute la base derrière et la moitié de la base en bas. Entre toutes ces bases-là, on trouve le volume de la pyramide qui, de façon logique, va monopoliser forcément le tiers du volume du cube. Ça, on pourrait éventuellement essayer de le démontrer par l'absurde, en démontrant que cette pyramide-là, elle ne peut pas prendre plus de 1/3 du volume du cube, parce que si c'est le cas, eh ben forcément, elle va empiéter sur l'espace qui appartient à une autre pyramide du cube, à l'intérieur du cube. Et on pourra aussi démontrer que, par l'absurde, que cette pyramide-là, elle ne peut pas monopoliser moins que 1/3 du volume du cube, parce que sinon, les autres pyramides vont empiéter sur son espace. Donc en fait, si je démontre par l'absurde que cette pyramide ne peut pas monopoliser plus de 1/3 du volume du cube, et qu'elle ne peut pas non plus monopoliser moins de 1/3 du cube, j'en conclus forcément qu'elle ne peut monopoliser que 1/3 du cube. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on peut montrer. Alors, je ne parle pas encore de démontrer ici parce que une démonstration impliquerait un énoncé un peu plus rigoureux, mais c'est au moins pour donner une idée. Bien sûr, le volume de la pyramide, on va le démontrer, enfin, on va montrer ici qu'est-ce qu'il vaut, mais on le montrera d'une façon plus rigoureuse avec d'autres outils que l'on découvrira plus tard. Mais déjà, ces premiers outils-là qu'on va redécouvrir ou découvrir vont déjà bien amorcer les choses. Et donc, en fait, là, si je repars de la base de départ et que je fais la somme des carrés, des petits carrés, il faut imaginer par exemple un plan ici, et puis un autre plan qui vient couper la pyramide, un autre plan, un autre plan, un autre plan, et sur chacun de ces plans, on va retrouver des sections de pyramide plus ou moins petites. On a parlé des sections de solides dans les vidéos sur les volumes et les aires. Je vous renvoie celle-ci si c'est pas clair. Et donc, forcément, on va retrouver des carrés comme ça. Et si on prend une autre pyramide parmi les trois, on va aussi faire ce découpage-là. Et comme on va faire varier le volume à chaque fois de la même façon, et en fait, on va retrouver pour chacune des trois pyramides le même volume. Alors, en fait, là, ça renvoie au principe de Cavalieri qu'on avait énoncé dans une autre vidéo sur les volumes, les aires, etc., qui est un principe qui nous permet, par exemple, de montrer que des solides ont le même volume. En l'occurrence, les trois pyramides, leurs aires de base sont de même mesure. Pourquoi? Parce que, regardez la pyramide bleue, elle va monopoliser, par exemple, toute cette aire-là, mais cette aire-là, c'est la même que celle-ci et que celle-là. On rappelle, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, mais c'est le même côté à chaque fois. Donc forcément, elles auront la même base. Et on va faire varier cette base, on va la réduire de la même façon pour les trois pyramides. Donc finalement, si on fait varier leur volume de la même façon, au final, on va retrouver que les trois ont le même volume. C'est quoi ce volume? C'est le tiers du cube, parce qu'une pyramide monopolise le tiers du cube, et les deux autres pyramides, pareil. Donc finalement, elles monopolisent tous 1/3 du volume du cube. Le cube, son volume, c'est la base fois la hauteur. C'est une base que je vais, entre guillemets, sommer de façon infinie sur une certaine hauteur. Ça va être base plus base plus base plus base h fois, entre guillemets.
Et donc, l'aire de la pyramide, ou plutôt le volume de la pyramide, c'est 1/3 de ce volume-là. Donc c'est 1/3 fois la base du cube fois la hauteur du cube. Alors là, on l'a fait pour un cube, mais de manière générale, est-ce qu'on peut considérer cette même logique de façon générale? Et en fait, c'est souvent ce qu'on fait avec ce qu'on appelle des prismes réguliers, d'accord, ce genre de figure-là. On peut découper ce prisme en 3, d'accord, et retrouver donc finalement que chaque part de 3 correspondra au volume de une pyramide parmi les 3. On parle de 3 pyramides, je rappelle, car si on veut, comme on l'a dit, considérer le nombre de pyramides ayant un même volume que l'on peut insérer par exemple dans un cube, ça c'est ce qu'on a vu avant, et on voit que c'est 3 pyramides, et c'est pareil pour n'importe quel volume de prisme régulier. Là je vous ai pris un prisme et je l'ai décomposé en 3. Et l'idée c'est de montrer que ces 3 parts, ces 3 pyramides, ont le même volume, par application du principe de Cavalieri. Je tiens quand même à donner une précision. On n'a pas encore vraiment justifié le fait que des volumes, ou plutôt des solides, qui ont la même base et la même hauteur, ont forcément le même volume. Ça, on le considère par l'application du principe de Cavalieri, mais on peut en plus démontrer ce principe avec ce qu'on appelle la géométrie dans l'espace, mais ça, éventuellement, on pourra le faire quand on étudiera la géométrie dans l'espace plus spécifiquement. Pour l'instant, on va se contenter d'appliquer ce principe de Cavalieri. Donc, ici, par exemple, si je prends cette part-là, donc là, j'ai le point A, D, E, F, donc j'ai la base DEF, d'accord? Alors, je tiens à préciser que la surface ABF et la surface DEF est la même. Donc là, vous voyez, j'ai une certaine base pour cette pyramide-là. J'ai une certaine hauteur, qui est la hauteur qui sépare le point A de la base DEF. Bien sûr, c'est une hauteur qui correspond au projeté orthogonal de A sur la base. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ici, j'ai la même base et j'ai la même hauteur. Il faut le voir en référence à ici. Et ce qu'il faut voir, donc là, du coup, ces deux pyramides ont une même base et une même hauteur, donc même volume. Et là, ces deux pyramides, elles ont une même base, la base BEF et BCF. Donc BEF et BCF, on a fait en sorte de couper en deux. Et elles ont aussi, bien sûr, une même hauteur. Donc, encore une fois, on retrouve le même volume. En effet, la hauteur ici, donc on a, vous voyez, la distance AB, qui est la même ici, qui correspond à la hauteur. Donc c'est la même chose, donc ça a le même volume que ça a le même volume que ça, donc les trois ont un même volume. Donc même quand on n'est pas dans un cube et qu'on est par exemple avec une base triangulaire, on peut effectivement montrer que forcément un prisme à base triangulaire pourra être décomposé en 3 pyramides et que donc chacune des pyramides monopoliseront 1/3 du volume du prisme. Alors le cas du cône n'est pas plus compliqué, puisque finalement un cône a une base circulaire, et si on considère donc comme base un polygone régulier dont on réduit au maximum les longueurs de côté pour approximer ce polygone régulier à un cercle, un petit peu à la manière de ce qu'on avait montré dans la vidéo sur le cercle, eh bien on va se retrouver avec un cercle comme base. On peut, entre guillemets, considérer qu'un cône, c'est une pyramide avec une base circulaire, quoi. Et donc, ici, on va retrouver 1/3 de la base, voilà
hauteur. La base étant cette fois-ci un cercle. Donc c'est ça vraiment l'idée, d'accord. Le cylindre, bon, bah, c'est assez facile, le cylindre, hein, c'est base fois hauteur, c'est vraiment le même principe. C'est parce que là, la base ici et la base ici est la même. Et donc, je somme en fait cette base sur la hauteur en question. Donc, on fait base fois hauteur. Tout simplement, base plus base plus base plus base. H fois, entre guillemets, c'est donc base fois H. Base fois hauteur. Alors, le cas de la sphère est légèrement plus compliqué, mais quand on a compris les principes de plan, de section, etc., je vous renvoie vraiment à ma vidéo sur les aires et les volumes, bah, on comprend comment faire. Alors, là, il faut vraiment repenser au principe de Cavalieri. Je le rappelle, c'est quoi le principe de Cavalieri pour les solides? C'est un principe qui nous dit que si des solides ont si des solides qui sont compris entre deux plans parallèles ont à l'intérieur de ces plans une même aire de section, alors forcément ces solides auront le même volume. Donc regardez quelle va être la stratégie. On ne va pas s'occuper de toute la sphère, on va s'occuper d'elle à la fin, mais on va d'abord s'occuper de la demi-sphère. Si on décide d'appliquer le principe de Cavalieri, c'est qu'il va falloir trouver une ou un solide dont on connaît la formule du volume et qui se trouve compris entre deux plans parallèles, de même que la demi-sphère. Et l'idée, c'est de déduire le volume de la demi-sphère à l'aide de ce volume de solide qu'on va introduire et dont on sait déjà faire le calcul. Comme ça, on pourra dire que le volume, ou plutôt calculer le volume de la demi-sphère, ça revient à calculer le volume de ce solide qu'on va introduire. Et donc on pourra plus facilement déduire la formule du volume d'une demi-sphère et donc ensuite déduire la formule du volume de la sphère en multipliant par 2. Quel est ce solide que l'on va introduire? Eh bien, vous allez voir que ce solide, ce n'est pas pour rien qu'on l'a choisi. On va introduire, écoutez bien, un cylindre dont on a extrait le volume d'un cône inversé. Alors je m'explique. Donc là j'ai le plan F, là j'ai le plan H, le plan E on va en reparler après. Vous voyez que cette demi-sphère, elle est comprise entre ces deux plans. Alors là j'ai introduit le cylindre en vert. Et ce cylindre-là, je vais lui extraire le volume d'un cône inversé, parce qu'il regarde vers le bas, entre guillemets. Donc toute cette partie-là du cylindre, je vais l'enlever. Donc il ne va rester que le volume au contour de cette partie qu'on a vidée. Et donc on va parler du cylindre non vide, c'est-à-dire la partie du cylindre qu'on n'a pas vidée. Et justement, on va faire l'analogie entre ce volume et celui de la demi-sphère. Pourquoi c'est cohérent de faire ça? Au niveau du plan H, quelle est la section de demi-sphère qui s'y trouve? Il n'y en a aucune. Vous voyez que sur le plan H, la sphère ne contient aucune de ces sections dans ce plan-là. Or, le cylindre, lui non plus. Pourquoi? Parce que cette partie du cylindre en haut, donc le haut du cylindre, correspond à une section qui appartient aussi au cône qu'on a enlevé. Donc finalement, sur ce plan H, il n'y a rien pour le cylindre non vide. Le cylindre non vide n'a aucune part de section dans ce plan-là. Ça veut dire que sur le plan H, la demi-sphère et le cylindre non vide ont une même aire de section.
Mais ce n'est pas tout. Au niveau du plan F, quelle est l'aire de section monopolisée par la demi-sphère? C'est tout simplement sa base qui se trouve à l'intérieur du plan F. Mais c'est la même chose pour le cylindre non vide. Là, au niveau du cylindre non vide, en fait, il faut bien comprendre que plus on baisse en hauteur, et plus il y a de volume de cylindre non vide, vous voyez? Alors qu'en haut, plus on monte, et plus il reste de moins en moins de volume de cylindre non vide, puisque là, la partie qu'on a enlevée est beaucoup plus grosse en haut. Mais en tout cas, sur le plan H et sur le plan F, la demi-sphère et le cylindre non vide ont une même aire de section. Donc on pourrait quasiment appliquer le principe de Cavalieri. Le problème, c'est qu'on voit que plus on monte en hauteur, et plus le volume de la demi-sphère varie. C'est-à-dire que plus on monte en hauteur, et plus le volume de demi-sphère devient de plus en plus petit. Comme vous le voyez, ça se courbe. Donc là, le volume de la demi-sphère est très petit. Là, à ce niveau de hauteur, il est beaucoup plus grand. Donc ça veut dire que le volume varie. Si le volume était régulier, qu'il ne changeait pas au cours de la hauteur, que ce soit pour la demi-sphère ou pour le cylindre non vide, juste le fait qu'ils aient la même aire de section dans les deux plans nous suffirait à dire qu'ils ont le même volume. Mais qu'est-ce qui nous assure qu'à l'intérieur de la demi-sphère, le cylindre non vide et la demi-sphère ont des mêmes aires de section? C'est pour ça qu'on introduit le plan E, le troisième plan, à l'intérieur de la demi-sphère, et ce plan nous suffira. On va voir pourquoi, mais en gros, si j'arrive à prouver que sur ce plan E, l'aire de section de la demi-sphère et du cylindre non vide est la même, et en fait, la démonstration que je ferai ici sera la même si je prends un plan E dans un autre endroit à l'intérieur de la demi-sphère. Donc en fait, juste à introduire un troisième plan, ça suffit. Et si on arrive à prouver qu'ils ont la même aire de section aussi sur ce plan, on pourra dire que ici, sur toute la demi-sphère, en fait, ils ont le même volume, la demi-sphère et le cylindre non vide. Je rappelle pourquoi on introduit un cylindre non vide. Est-ce qu'on connaît le volume du cylindre? Oui. Est-ce qu'on connaît le volume d'un cône? Oui. Donc c'est quoi le volume du cylindre non vide? C'est tout simplement le volume du cylindre total moins le volume du cône qu'on a enlevé. Et ça, on connaît. Le volume du cylindre, on connaît, base fois hauteur. Le volume du cône, on connaît, c'est 1/3 de la base fois la hauteur. Donc en fait, on sait comment calculer le volume du cylindre non vide. Il suffit juste de démontrer que ce volume est le même que celui de la demi-sphère pour pouvoir déduire le volume de la demi-sphère à partir de celui du cylindre non vide, qui sera donc le même. C'est ce qu'on essaye de prouver. Alors, pour ça, donc, le plan E. Alors, qu'est-ce qui se passe au plan E? J'ai essayé un petit peu de représenter ce qui se passe sur un plan. On a ici, à l'intérieur, l'aire de section de la demi-sphère, d'accord, sur le plan E. Et aux abords, on trouve l'aire de section qui est monopolisée par le cylindre non vide, d'accord, puisque ici justement ça c'est une partie qui correspond au cône qu'on a enlevé. Donc ici le cylindre n'a aucune part. Par contre ici bien sûr la demi-sphère a toute cette part là. Alors vous voyez bien que ce plan E il est à une distance du plan F qui correspond à la distance H. Donc ça, c'est ce qui va aussi nous servir à faire des modélisations, justement parce qu'on va démontrer des choses intéressantes. Comment on va faire pour démontrer que l'aire de section du cylindre en vert est la même que celle ou de la sphère sur ce plan qui est, je le répète, ou je le précise, parallèle au plan F et parallèle au plan H, bien sûr, pour qu'on puisse appliquer le principe de Cavalieri ensuite. Alors, ici, on a cette hauteur-là.
Mais ce que je représente ici, il faut bien le voir, c'est en fait toute la... Enfin, c'est tout simplement la hauteur de la demi-sphère. La hauteur de la demi-sphère, c'est R. Pourquoi? Parce que quand je vais du centre jusqu'en haut de la demi-sphère, je parcours le rayon de la sphère. Et la hauteur H, elle correspond à tout simplement une partie de cette longueur R. Là, j'ai une longueur X. Pourquoi on introduit cette longueur X? Parce qu'on va justement en fait montrer donc, que cette longueur X qui représente en fait le rayon de l'aire de section de la demi-sphère, donc c'est le petit r, on va montrer que ce petit r qu'on a noté X ici, parce qu'on ne connaît pas sa valeur, mais on va montrer en fait qu'elle vaut la même chose que H. Et ça va nous servir pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Donc je veux exprimer la valeur du rayon de l'aire de section ici. Que vaut-il? Alors je vais appliquer tout simplement le théorème de Thalès. Je vous rappelle que le théorème de Thalès nous dit que la longueur de ce petit côté divisé par la longueur de ce grand côté est égale à la longueur de ce petit côté divisé par la longueur de ce grand côté. Donc j'ai h sur grand R qui est égal à x sur grand R. Pour que cette égalité puisse être, vu qu'on a le même dénominateur, forcément les numérateurs doivent être les mêmes. Sinon cette égalité n'est pas possible. Donc elle est possible quand x est égal à h. Et donc ceci a du sens quand x est égal à h et n'est vrai que si x est égal à h. C'est la seule façon d'avoir quelque chose de vrai. Et cela implique que donc, en fait, le rayon ici, le rayon R', correspond en fait, en termes de valeur, à la valeur de la hauteur qui sépare le plan F du plan E. Ça va nous aider. Donc, comment je calcule l'aire de ce cercle? Je fais pi fois le rayon au carré, d'accord? Et alors, il faut prendre aussi en compte d'autres choses qui vont nous permettre d'affiner notre expression de l'aire de ce petit cercle. Et on va l'affiner en fait parce que ça va nous permettre de faire le lien entre l'aire de ce cercle et l'aire de l'anneau, ici qui correspond à l'aire de section du cylindre non vide. Alors pour l'aire ici, donc pi fois le rayon au carré. Alors juste avant de parler du rayon au carré, petite remarque, donc ici on a h, et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je reviens, vous voyez que là on a h, et là on a l'hypoténuse du triangle rectangle ici. Il est rectangle, je ne l'ai pas précisé, mais il est bien rectangle, parce qu'on a des plans parallèles, et on a une droite perpendiculaire, donc forcément, il y a un angle droit. Alors, en fait, vous voyez que la distance qui sépare le centre d'un point de la surface de la demi-sphère, c'est littéralement le rayon de la sphère. Et donc ici, c'est les rayons de la sphère. Si j'applique le théorème de Pythagore, j'ai donc que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je vais isoler le rayon au carré, et j'ai donc ça. Donc pi fois le rayon au carré, d'accord, c'est pi fois ceci. Alors je rajoute le carré pour que ce soit bien clair. Donc pi fois le rayon au carré, c'est pi fois... En fait, c'est pi fois ça, parce que le rayon au carré, ça vaut ça. Donc je remplace le rayon au carré par ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je fais le lien avec l'aire de l'anneau, parce que je ne l'avais pas expliqué vraiment, mais en fait, comment on calcule l'aire d'un anneau? Et en fait, on prend l'aire de tout le cercle, tout le grand cercle, et on lui enlève l'aire de ce petit cercle. Il ne va rester que l'aire de l'anneau, logiquement. Et donc, c'est quoi l'aire du grand cercle? C'est pi fois le grand rayon au carré, auquel j'enlève pi fois le petit rayon au carré. C'est ce que je fais ici. Mais le petit rayon, on a dit que c'était h.
Là, je vais factoriser par pi et je trouve ça. Vous voyez qu'on trouve la même chose. En fait, c'est pour ça. En fait, on sait que l'aire d'un anneau s'exprime comme ça, et donc on va essayer du coup d'exprimer l'aire du petit cercle de la même façon. C'est pour ça qu'on a fait ces transformations. Mais du coup, on voit qu'on a la même expression, et ça implique finalement que l'aire du cercle intérieur est la même que l'aire de l'anneau qui entoure ce cercle. Donc là encore, sur le plan E, l'aire de section de la demi-sphère et l'aire de section du cylindre non vide est la même. En fait, on aura la même partout. Car si par exemple, je baisse le plan E et que je le ramène ici, bah là, je vais avoir la demi-sphère qui va monopoliser toute la section. Et donc là, au bout, on va avoir encore le rayon R qui va être tout simplement un petit peu plus bas, mais ça va être le rayon R. On aura une certaine hauteur H, on aura un triangle rectangle, encore une fois, un grand triangle rectangle comme ça. On pourra appliquer les mêmes formules. Donc finalement, c'est général. Donc en fait, ça suffit déjà à montrer qu'ils ont le même volume par application du principe de Cavalieri. Même base, même hauteur, donc même volume ici pour le cylindre non vide et pour la demi-sphère. Pareil de là à là, c'est-à-dire du plan E au plan H. Et donc de manière générale, le volume du cylindre non vide est le même que celui de la demi-sphère. Bon bah si c'est le cas, il ne reste plus qu'à calculer le volume du cylindre non vide et on retrouvera le volume de la demi-sphère et à partir d'elle le volume de la sphère. Le volume du cylindre non vide, c'est le volume du cylindre tout court auquel on enlève le volume du cône qu'on a enlevé justement. Donc c'est base fois hauteur. Donc alors j'ai mis H' parce que c'est pas le H qu'on avait énoncé avant, mais c'est vraiment la hauteur qui sépare donc le sommet de la demi-sphère de la base de la demi-sphère. Toute cette hauteur-là, c'est la même hauteur aussi pour le cylindre tout court. Moins 1/3 de la base du cylindre fois sa hauteur. Je rappelle donc que H' c'est R, donc c'est le rayon, c'est ce que je viens d'énoncer. La distance qui sépare le point du sommet de la demi-sphère jusqu'à sa base, c'est tout simplement la hauteur, mais c'est aussi le rayon, bien sûr, de la sphère. Qui part bien sûr du centre jusqu'au sommet, donc ça c'est bien la hauteur. Donc je remplace H' par le rayon, donc j'ai ça. Bon voilà, la base, on avait dit que la base de la demi-sphère ainsi que la base du cylindre, c'était le cercle à la base de la demi-sphère. La base de la demi-sphère et du cylindre non vide est la même, de toute façon, de même que celle du cylindre. On part de la même base, donc c'est pi fois le rayon au carré, c'est l'aire de cette base, fois la hauteur, qui vaut le rayon, moins 1/3 de la base fois le rayon. Donc là, rayon au carré fois rayon, ça fait rayon au cube, par la loi des puissances. En fait, là, c'est puissance 1. Donc là, j'associe les deux bases, ça fait le rayon puissance 2 plus 1, c'est-à-dire le rayon puissance 3. Là, c'est pareil, d'accord ? Là, j'ai que des multiplications, donc les parenthèses ne sont pas très utiles. Et rayon au carré fois rayon, ça fait rayon au cube. Bon, ça vaut 2/3 de pi fois le rayon au cube. Donc ça, c'est le volume de la demi-sphère que je multiplie par 2 pour retrouver le volume de la sphère. Et j'ai donc ce volume-là de la sphère qui vaut 4/3 de pi fois le rayon au cube. Donc voilà, et on peut éventuellement se poser la question de, par exemple, ça c'est une question que je rajoute en bonus, combien de cônes il nous faut pour construire une sphère. Voilà, ça c'est un petit truc que je rajoute. Bon, autrement dit, on se demande combien de fois, donc n c'est le nombre de fois que je vais devoir ajouter des cônes pour former des sphères. On sait que le volume de la sphère maintenant c'est ça, on sait que le volume du cône c'est ça. Combien de fois je dois multiplier le volume du cône pour retrouver le volume d'une sphère? Donc là, j'ai cette égalité, je vais multiplier par 3
sur pi r carré h pour que des choses se simplifient ici. Je fais la même chose de l'autre côté pour conserver l'égalité. J'ai donc que n va être égal à tout ceci. Mais là, il y a des simplifications qui vont se faire. Les 3 vont s'annuler, les pi vont s'annuler. Là, j'ai le rayon au cube et le rayon au carré. En fait, rayon au cube, c'est rayon fois rayon fois rayon. Rayon au carré, c'est rayon fois rayon. J'ai rayon fois rayon qui va s'annuler avec rayon fois rayon. Mais il va rester quand même un rayon au-dessus. Je vais avoir ça. Sauf qu'en fait, h, c'est un rayon. Bah oui, tout simplement, c'est quoi la hauteur dont on parle? C'est le rayon. Alors là, je l'écris avec un petit r. Mais on parle du même rayon, bien sûr. Donc en fait, j'ai 4 fois le rayon divisé par le rayon. Ça s'annule, il reste 4. Autrement dit, on a besoin de 4 cônes pour une seule sphère. Avec bien sûr des cônes dont les hauteurs sont les mêmes que celles de la sphère que l'on veut considérer. Donc il nous faut 4 cônes pour une seule sphère. Voilà, ça c'était pour ajouter un petit complément. Donc voilà pour les volumes, c'est pas toujours évident à calculer. Et là ça paraît assez lourd quand même comme calcul, surtout pour le volume de la sphère. Mais on verra dans d'autres cours un peu lointains que on introduira des outils mathématiques qui nous permettra de retrouver ces volumes beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement, parce que ces outils seront plus efficaces en fait. En termes calculatoires, ils nous permettront de considérer pas mal de paramètres de façon très précise. Et donc ce sera plus simple. Mais on n'a pas encore ces outils, donc là on est allé un petit peu au fourneau, un petit peu pour cuisiner ces formules-là. Mais bon, on voit quand même qu'on peut s'en sortir si on a bien compris les notions de plan, de section, de volume, etc., etc. Donc voilà.